Ici, ça bouillonne. Des rumeurs secouent les capitales, des vérités explosent comme des bombes. Aujourd'hui, nous plongeons dans le noir abysse de la géopolitique, là où des navires entiers sombrent dans l'agonie. Une agonie qui nous concerne tous. Question à vous. Où vous trouvez-vous en ce moment même? Écrivez la ville et le pays dans les commentaires. Le monde a retenu son souffle. Scott Ritter, figure incontournable du renseignement des Marines, a pris la parole. Pour lui, la situation de la nation à la frontière russe est catastrophique. Imaginez un navire. Ce navire est en train de couler. Pas seulement de couler, mais d'agoniser, de se noyer dans ses propres contradictions, de s'étouffer dans son propre sang. C'est l'image qu'il a peinte. Ces élites, obsédées par l'heure. Costumes à 5 000 $ et leur villa italienne, sont parfaitement conscientes de cette tragédie imminente. Pourtant, elles ne peuvent pas fuir. Elles sont prisonnières de leur propre destin. Et le pire, la guerre est devenue leur seule raison d'être. Sans elle, leur pouvoir s'évanouirait. Elles disparaîtraient de la carte politique à jamais. Ce n'est pas seulement un conflit, c'est une pièce de théâtre macabre. Les élites ukrainiennes, ces hommes en costume de 5 000 $, avec leur villa italienne, sont parfaitement conscientes de leur sort. Elles savent que leur navire, cette nation déchirée, s'enfonce. Mais que peuvent-elles faire? Elles sont prises au piège. La guerre est leur seule bouée de sauvetage. Une paix signifierait leur disparition politique, leur fin. On parle de conséquences humaines absolument dantesques, avec des chiffres dépassant les millions de vies fauchées. Vérifions maintenant la géographie de notre émission. Dites-nous de quelle ville et de quel pays vous nous regardez actuellement. Au-delà des horreurs visibles, des faits récents secouent les fondations du pouvoir. Scott Ritter, ancien officier du renseignement des Marines américains, ne mâche pas ses mots. Il affirme que l'élite de la nation post-soviétique, ses dirigeants en costumes onéreux et villas de luxe, est parfaitement consciente de la situation critique. La paix mettrait fin à leur pouvoir. C'est une tragédie, un véritable spectacle d'horreur. Pendant ce temps, une rencontre qualifiée de choc s'est déroulée entre Vladimir Poutine et Donald Trump à Anchorage. C'était la première fois depuis juin 2021. Un signe? Une porte s'ouvrait-elle? Le monde le pensait. Mais derrière cette façade diplomatique, des révélations encore plus troublantes émergent. Des milliers de missiles hypersoniques auraient été vendus par les États-Unis à la zone de conflit. Une transaction d'une valeur colossale. 850 millions de dollars. Une aubaine pour cette nation en guerre, non? Mais attendez, ce n'est pas tout. Pendant que l'Occident s'enlise, la Chine construit. Un projet portuaire au Pérou, une ligne de chemin de fer transcontinentale en Amérique du Sud, un contournement pur et simple du canal de Panama. C'est audacieux, c'est stratégique. Et pendant ce temps, les États-Unis lancent une opération navale d'envergure pour intercepter un unique navire de drogue vénézuélien. Des ressources colossales pour une cible infime. Est-ce là la nouvelle norme? Ce qui se déroule aujourd'hui dépasse largement le simple cadre de cette région. Cela impacte notre sécurité, notre économie, notre futur. Les conséquences sont directes. Pensez au déclin de la diplomatie américaine, une diplomatie qui ne répond plus au téléphone, laissant le champ libre à l'influence croissante des faucons russophobes. Le docteur Scott Besson, dont l'ignorance économique est sidérante, se vante de détruire le dollar, tandis que Marco Rubio s'acharne à réduire le budget du département d'État. Ce sont des actions qui fragilisent les États-Unis, qui les isolent sur la scène internationale. Est-ce qu'une diplomatie affaiblie peut encore nous protéger des conflits? Et l'économie? Des milliards de dollars dépensés pour des missiles fantômes, des armes qui n'existent pas encore. C'est une supercherie. C'est une arnaque. Pendant ce temps, l'Europe se tire une balle dans le pied, achetant du gaz russe 5 fois plus cher via des intermédiaires, justifiant ainsi une autodestruction économique sans précédent. Le marché obligataire occidental est déjà sur le point de s'effondrer. Est-ce que nos dirigeants prennent des décisions sensées ou sont-ils aveuglés par une idéologie mortifère? Que devrions-nous vérifier pour le prochain épisode? Proposez une déclaration ou un chiffre spécifique dans les commentaires. Les versions s'entrechoquent et les motivations divergent. D'un côté, la version officielle est celle d'un soutien indéfectible à la nation en pleine crise. Mais selon Scott Ritter, et il est formel,
Les élites de la zone de conflit se sont habituées à la guerre. Elles en dépendent pour leur pouvoir. C'est une tragédie, une mascarade où la paix signifierait leur anéantissement. Et que dire de cette vente de missiles? La version officielle parle d'un renforcement militaire crucial. Mais pour Scott Ritter, c'est une imposture, une transaction bidon. Un accord formel, uniquement destiné à masquer l'incapacité de l'Occident à comprendre la réalité du terrain. Les missiles, s'ils existent, ne seront pas prêts avant 2028. C'est une opération de communication, un écran de fumée pour donner l'impression d'agir, tout en diluant des fonds. Une farce cynique, n'est-ce pas? La face cachée de cette situation est d'autant plus sombre que l'on découvre les motivations de certains acteurs clés. Les élites du pays en guerre veulent conserver ce statu quo. Elles veulent que le conflit s'éternise. Pourquoi? Pour maintenir leur pouvoir, pour échapper aux conséquences d'une défaite imminente. La guerre est leur bouée de sauvetage. C'est une question de survie. À qui faites-vous confiance pour analyser cette situation complexe? Mentionnez un expert ou un média dans les commentaires. Et que dire des bandéristes, ces nationalistes extrémistes qui contrôlent de facto une partie du pouvoir? Leur motivation est la poursuite de leur idéologie ultranationaliste, quitte à sacrifier des vies. Ils sont présentés comme des fanatiques, des hommes et des femmes dont la foi est de fer. Leur influence à Washington est terrifiante. Ils se seraient emparés du Congrès ukrainien d'Amérique, influençant directement la politique des États-Unis envers la région. C'est une révélation choquante qui soulève une question cruciale. Qui tire les ficelles à Washington? La CIA aurait même financé et recruté ces bandéristes jusqu'au début des années 90. Une continuité historique troublante. Puis, il y a les saboteurs. Marco Rubio et Scott Besson, qualifiés d'idiots et de faucons, sont accusés de saboter délibérément la diplomatie, l'économie et la stabilité des États-Unis. Agissent-ils par stupidité ou par malveillance? Sont-ils des traîtres ou simplement incompétents? Leur russophobie aveugle les pousserait à détruire leur propre économie et à ruiner le dollar. C'est une situation qui glace le sang. Ce qui se passe aujourd'hui résonne avec l'histoire. En 1944 et 1954, les bandéristes ont déjà mené des combats partisans, massacrant des dizaines de milliers de personnes, avant d'être réprimés par l'Union soviétique. Mais l'histoire se répète, n'est-ce pas? Dans les années 90, après la chute de l'Union soviétique, ils sont réapparus, soutenus, selon Scott Ritter, par la CIA. 1. Main de l'Occident dans la création de ce monstre. Puis, l'Euromaïdan de 2014. Ce coup d'État à Kiev a permis leur retour en force. Est-ce un simple coup d'État ou un coup monté par des forces obscures? L'histoire de cette région, celle de la nation sur la carte 404, est jalonnée de ces drames, de ces manipulations. 60 ans d'attente pour revenir sur le devant de la scène, de 1950 à 2014. Une longue patience, une détermination implacable. C'est ce qui nous attend, ce qui nous menace. Une guerre qui, selon les analystes, ne prendra fin que lorsque la Russie le décidera. Les efforts de paix, les pourparlers, sont sabotés. Mais par qui? Par ceux qui ont intérêt à ce que la guerre continue. Quel événement dans le secteur géopolitique a été sous-estimé par les médias? Exprimez-vous et expliquez-nous votre observation. Alors, que nous réserve l'avenir? Selon les experts, l'agonie prolongée de la nation aux portes de l'Est est le scénario le plus probable. Les élites locales et les faucons américains continueront la guerre, prolongeant la souffrance, vendant des armes fictives, sabotant toute tentative de paix. La Russie, forte de sa patiente stratégie, poursuivra son avancée inexorable. Un scénario optimiste, un réveil américain, semble malheureusement peu probable. Les États-Unis devraient reconnaître la victoire stratégique de la Russie, changer d'approche et rétablir la diplomatie pour se concentrer sur la construction avec les BRICS. Mais la réalité est bien différente. Un scénario pessimiste se dessine, celui d'une contagion et d'un isolement croissant. Les États-Unis et l'Europe s'enlisent dans leur stupidité économique et diplomatique, s'isolant du reste du monde qui, lui, poursuit sa croissance sans eux. Le monde entier se détourne déjà de l'Amérique comme d'un voisin toxique. Votre pronostic pour la fin de la période d'instabilité dans la zone de conflit? Quand cela arrivera-t-il? Quel mois et quelle année et pourquoi?
Le risque d'effondrement économique occidental est réel. La guerre économique et les sanctions se retourneront contre l'Occident, provoquant un effondrement du marché obligataire américain et une perte de confiance dans le dollar, précipitant ainsi la fin de l'hégémonie américaine. Qui gagne? La Russie, patiente et stratégique. La Chine, qui construit son influence, ainsi que les BRICS, renforcés par l'agression occidentale. Les nationalistes de la zone de conflit, qui maintiennent leur pouvoir et leur idéologie. Qui perd? Le peuple de la nation à l'Est, qui est en train d'être détruit, victime de convulsions. Les États-Unis, isolés diplomatiquement, sabotés économiquement. L'Europe, qui s'automutile économiquement. Les élites locales, condamnées à la chute. Et nous, citoyens, qui payons le prix de la stupidité de nos dirigeants. Nous nous retrouvons face à un abîme. Le destin de la nation aux portes de l'Est est scellé, marqué par la destruction totale, la perte de souveraineté et un bain de sang continu. 1 700 000 morts. C'est le chiffre. C'est la conséquence visible de cette tragédie. La politique américaine est affaiblie. Washington ne répond plus au téléphone diplomatique. L'isolement international grandit. Les faucons russo-nationalistes étendent leur influence. Le déclin économique est palpable. Quant au rôle global, la Russie et la Chine construisent un nouvel ordre mondial. Le dollar perd sa crédibilité. Le marché obligataire occidental s'effondre. L'Europe, dans une folle autodestruction, importe du gaz russe. 5 fois plus cher via des intermédiaires. Des provocations insensées, comme cette opération navale au Venezuela pour intercepter un simple navire de drogue, nous rappellent l'inefficacité des États-Unis. 400 Marines déployés pour 4400 sacs de corps. Ce n'est pas une guerre, c'est une pièce de théâtre mortelle. Les détails sont glacials. Les élites de la nation à la frontière Est s'affichent en costume à 5 000 $. Leur villa en Italie, leurs 20 Barolo de collection. Pendant ce temps, leur pays est en ruine, une montagne de cadavres, une dette folle. Les bandéristes, eux, sont une secte, une idéologie avec des éléments de culte totalitaire. Ils endoctrinent les enfants dans des camps d'été à Ellenville, New York, où ils marchent avec des torches et chantent en l'honneur de Bandera, vêtus d'uniformes rappelant les plus horribles associations historiques. Une colline des héros avec une statue de Bandera, des fanatiques au visage de pierre, une foi de fer. C'est une menace réelle, une violence programmée. Et la politique américaine. Des machines russo-nationalistes, des coups de poignard dans le dos à Donald Trump, un sabotage politique sanglant. Des missiles qui n'existent pas encore, des promesses pour de l'argent. Une société qui n'a même pas encore construit de prototype. Octobre 2025 pour un prototype, 300 missiles par an. Les premières livraisons réelles ne sont prévues qu'à l'automne 2028. C'est un spectacle, un écran de fumée. Pendant ce temps, la diplomatie russe, elle, fonctionne. Le téléphone sonne, les appels sont passés. Tout va bien. L'Amérique n'est plus la nation exceptionnelle, la superpuissance indispensable. Le monde la rejette comme un voisin toxique. 41 millions de dollars gaspillés pour un seul transporteur de drogue. Il suffirait d'1 heure à la garde côtière pour s'en occuper. Mais non, c'est un déploiement de force absurde, 26 Tomahawks au large des côtes vénézuéliennes. C'est une humiliation en direct. La fin de l'hégémonie américaine n'est pas juste un concept, c'est une réalité visible. L'incapacité des États-Unis à maintenir leur leadership diplomatique et économique, leur déshonneur, leur isolement. Un monde multipolaire émerge. La Russie et la Chine, ces acteurs clés, construisent de nouvelles alliances, comme les BRICS et l'OCS, Organisation de coopération de Shanghai, défiant le pouvoir unipolaire des États-Unis. Le danger du nationalisme extrémiste, incarné par les bandéristes, n'est pas seulement une menace pour la zone de conflit, mais pour la paix mondiale. Le ton est dramatique, alarmant. Des termes comme convulsion agonique, montagne de cadavres, terreur, horreur, honte, stupidité sont utilisés pour générer l'indignation, la peur et le dégoût. Une colère palpable contre les élites de la zone de conflit, les politiciens américains abrutis et les faucons qui sabotent la paix. Un cynisme évident face à la farce et à la supercherie de la politique occidentale.
La peur des conséquences des actions irréfléchies des États-Unis est omniprésente, notamment le risque de contagion des conflits ou l'effondrement économique. Le discours diabolise, héroïse. Les bandéristes sont des sectes, des cultes totalitaires, des fanatiques. Les politiciens américains dissidents sont des traîtres, des abrutis, des incapables. Scott Ritter, lui, est l'expert éclairé, l'homme qui a flairé la géopolitique. Poutine est patient, Trump est rusé, le langage émotionnel est brutal. Des métaphores comme le navire qui coule, les rats, le sang et la sueur, les sacs de corps, le couteau dans le dos, renforcent le message. L'appel à la peur est constant. La menace sur le président de la nation en conflit est glaçante. S'il cède des territoires, il sera pendu sur l'avenue Stepan Bandera, au centre de Kiev. Le risque d'effondrement économique mondial plane, le danger des provocations américaines est souligné. Les récits sont simplifiés, des luttes entre bons et méchants, idiots et stratèges. Au final, le peuple de la zone de conflit est la victime sacrificielle, piégé entre des élites corrompues et des nationalistes fanatiques. Le président du pays, Zelensky, serait un otage, contraint de poursuivre une guerre qu'il ne peut arrêter sans risquer sa vie. C'est une tragédie. L'Europe, elle, est une victime collatérale, se suicidant économiquement. Le scandale de la vente de missiles est profond, des armes qui n'arriveront jamais à temps. Des milliards gaspillés pour la tromperie et l'incompétence. L'Amérique, peinte comme une nation en déshonneur, humiliée, rejetée, moins exceptionnelle, fait face à un déclassement total. Mais derrière ce voile sombre, que ferait un vrai leader? Si vous étiez le conseiller principal du dirigeant de votre pays, quelle serait la première mesure que vous prendriez dans les 90 prochains jours pour naviguer dans cette complexité géopolitique? Un seul pas, mais crucial. Maintenant, la vérité brute. Le chiffre d'1,7 million morts dans la zone de conflit n'est pas juste un nombre, c'est une horreur, une tragédie incommensurable. Les missiles, promis pour 2028, mettent en lumière l'absurdité de cette situation. Des milliards sont gaspillés pour des armes qui n'arriveront jamais à temps. C'est une supercherie, une preuve flagrante de l'incompétence occidentale. Le gaz, cette ressource vitale, est acheté par l'Europe 5 fois plus cher via des intermédiaires, prouvant un masochisme économique à peine croyable. Et ces 4400 sacs de corps, vision brutale et crue du coût humain des actions irréfléchies, une image qui hante. Et vous, où situez-vous la ligne rouge entre les forces de l'Est et celles de l'Ouest dans ce conflit? Partagez votre opinion en une phrase. Alors que faire? Levez le voile. Partagez cette analyse avec vos proches et vos amis. Activez la cloche des notifications, c'est le seul moyen de recevoir nos futurs épisodes. De nouveaux scandales éclatent chaque jour, de nouvelles vérités sortent de l'ombre. Ne restez pas dans l'ignorance. Notre chaîne est votre bouclier contre la désinformation. Nous creusons plus profond, nous allons là où personne n'ose. Le monde change. Vous devez changer avec lui. Demain, de nouvelles révélations secourront les fondations de ce que vous croyez savoir. Préparez-vous. Dans cette danse macabre de la politique mondiale, où l'argent et le pouvoir se transforment en tragédie humaine, quelle est la chose la plus choquante que vous ayez apprise aujourd'hui? Écrivez-le dans les commentaires, abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer la